Bienvenue dans le débat de France 24. Il revient et il n'est pas content, un peu comme dans les mauvais thrillers américains. Donald Trump est de retour au siège de l'OTAN un an après sa première venue et le scénario semble écrit d'avance, celui d'une grosse colère pour faire plier les alliés historiques des États-Unis, les faire cracher au bassinet, comme on dit un peu vulgairement, pour qu'ils contribuent davantage au budget commun, à moins que cet accès de fureur ne soit pas qu'une simple posture, que l'irritation ne soit pas feinte, mais reflète bien l'envie du président américain de tout changer, de renverser la table pour tourner le dos aux vieilles alliances. Lui qui rencontrera Vladimir Poutine en sommet pour la première fois dans 4 jours à Helsinki. Et si on était à la veille d'un grand chambardement? Avec nous, pour en débattre, Caroline Galacteros. Bonjour, spécialiste de géopolitique. Vous dirigez la société de conseil Planeting et Géopragma, c'est également think tank. Voilà, que vous dirigez. Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS. Merci d'être avec nous. Et puis en duplex de Washington avec nous également, Benjamin Haddad du Hudson Institute. Merci à vous trois d'avoir accepté de débattre. Et pour planter le décor, écoutez ce que disait Donald Trump, c'était juste avant son départ pour Bruxelles et donc ce sommet de l'OTAN. Donc j'ai l'OTAN, le Royaume-Uni où c'est la crise en ce moment, et j'ai le président russe Poutine. Franchement, Poutine est le problème le plus simple des trois. Poutine est un concurrent, mais je pense que s'entendre avec la Russie et avec la Chine, s'entendre avec les autres est une bonne chose. Je l'ai dit à de nombreuses reprises ces dernières années. Caroline Galacteros, c'est vrai que l'OTAN, l'Europe, le Royaume-Uni, ce sont des problèmes plus compliqués pour Donald Trump que sa relation avec Vladimir Poutine ou Xi Jinping? Mais c'est-à-dire que là, on a affaire à quelque chose d'assez extraordinaire. C'est vrai que Donald Trump, dès avant sa nomination, l'avait dit. Il souhaitait avoir un discours avec la Russie, souhaitait faire un reset, etc. Il en a été empêché longtemps, mais il va y arriver. Il va y arriver. Helsinki, c'est le 16, ça va se passer, ça va se produire. Que se passe-t-il pour les Européens? Ils sont face... Ça va se passer malgré l'enquête sur des liens supposés de l'entourage de Donald Trump avec les Russes. Ça fait 2 ans que ça dure, ça, si vous voulez. Donc, bon, c'est pas un sujet stratégique, pour le coup, enfin, à mon avis. C'est-à-dire que ça a quand même une incidence, sans doute, sur un rapprochement qui aurait pu avoir eu lieu plus tôt. Ah oui. Ça a joué le rôle de capiton, de tampon pour empêcher que ça se fasse. Ça va se faire. De toute manière, on est face à un monde où maintenant, effectivement, le rapport entre la Russie, enfin l'Amérique, la Russie, la Chine est tout à fait dirimant et tout à fait surdéterminant du reste. L'Europe, qui a toujours été dans une allégeance vis-à-vis de l'Alliance Atlantique, elle est face, en fait, à une réalité dont il serait temps qu'elle prenne conscience, c'est sa dévalorisation stratégique relative. Donc là, d'abord, on pourrait se poser une question. On n'arrête pas de dire c'est Vladimir Poutine qui divise l'Europe. Qui divise l'Europe en ce moment et tous azimuts, et tant qu'il peut, les uns contre les autres, les Français contre les Allemands, tout y passe. Donc là, on a quand même des questions à se poser en tant qu'Européens. C'est Donald Trump, c'est la réponse. C'est Donald Trump. Oui, bien sûr, Donald Trump est la réponse. Oui. Et deuxièmement, qu'attend-il quand il dit oui, on donne beaucoup et vous ne donnez rien? La question qu'on pourrait lui renvoyer, c'est et vous, finalement, qu'apporte l'Amérique à la sécurité de l'Union européenne aujourd'hui? Et qu'est-elle prête à apporter? Parce que nous, peut-être 2% du PIB, les uns puis les autres de plus en plus, mais à part pour acheter des armes américaines, qu'est-ce que ça nous rapporte en termes de sécurité? Benjamin Haddad, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Caroline Galacteros? L'Europe, trop souvent inféodée aux États-Unis aujourd'hui, est d'une certaine manière démonétisée. Elle paie sa dépendance envers les Américains? Oui, ça, je suis d'accord avec ce propos. L'Europe se rend compte qu'elle a un président qui a une vision du monde qui est une vision de rapport de force brut, un président des États-Unis, de jeu à somme nulle, et qui ne croit qu'au rapport de force. Et donc on l'a vu d'ailleurs dans le National Security Strategy, le document qui a été rédigé l'an dernier par l'administration pour expliquer sa doctrine au sein des relations internationales. L'administration voit le monde comme une concurrence, une compétition de grandes puissances avec les États-Unis, la Chine, la Russie, des puissances révisionnistes, et à cet égard, les Européens sont vus comme des clients, comme des acteurs assez secondaires. Et c'est pour ça, je reviendrai sur votre introduction, je ne pense pas que Donald Trump
renverse la table véritablement, qu'il a envie de mettre fin à l'OTAN. Il ne l'a jamais dit en tout cas, mais il est dans une logique purement comptable, c'est-à-dire presque mafieuse. Les Européens sont protégés par les États-Unis, en échange de quoi vous devez nous payer un dû, un tribut, et donc respecter votre engagement de 2%. C'est un discours d'ailleurs, je tiens à le souligner, que Donald Trump tient depuis les années 80. Il a toujours eu cette vision extrêmement mercantiliste des relations internationales. Il a toujours critiqué les accords de libre-échange en considérant que les partenaires commerciaux des États-Unis bernaient les États-Unis dans ces accords commerciaux et que les alliés et notamment avec l'Allemagne en ligne de mire depuis toujours, les alliés vivaient sur le dos de la puissance américaine. Et donc à cet égard, vous savez, on dit souvent que Donald Trump est imprévisible. Il est imprévisible dans le ton, il est imprévisible dans son timing, je dirais, mais finalement, il n'est pas imprévisible sur sa vision, sur son approche des relations internationales. Il fait pour l'instant ce qu'il avait dit qu'il ferait durant sa campagne. On fait mine d'être surpris à chaque fois des tarifs douaniers, au retrait de l'accord nucléaire iranien ou à la reconnaissance de Jérusalem, mais on est finalement totalement dans la continuité de son discours. Un dernier petit point rapide, cependant, je ne suis pas d'accord avec l'un des tout derniers éléments de votre invité. Les États-Unis sont tout de même impliqués quand même dans dans la défense du continent européen, y compris sous Donald Trump, puisque je rappellerai quand même qu'on a vu une augmentation constante, y compris sous Trump. Alors ça s'est fait peut-être malgré Trump, poussé par le Pentagone et Jim Mattis en contournant la Maison-Blanche, mais on a vu une augmentation constante de la présence militaire américaine en Europe de l'Est depuis l'intervention en Ukraine et l'annexion de la Crimée, avec des bataillons de l'OTAN dans le cadre de l'opération de réassurance et de dissuasion de la Russie. Donc là-dessus, il faut quand même, on n'assiste pas à un retrait de ce côté-là. Il y a clairement une présence militaire américaine renforcée pour protéger les Européens, les Baltes et les Polonais, notamment sur la frontière orientale. Caroline Galactor, je vais vous répondre dans un instant, mais un mot quand même de Sylvie Matelli. On ne peut pas s'empêcher, on va revenir évidemment dans le détail sur la relation entre États-Unis et Europe, mais on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec le précédent, le tout récent sommet du G7 dont on va voir les images au Canada, qui s'est quand même achevé sur un fiasco après la signature d'un communiqué final. Donald Trump qui, dans l'avion qui l'emmène à Singapour, retire sa signature et pour se montrer tout sourire aux côtés de l'homme qui était quand même présenté comme le grand adversaire des démocraties et l'un des piliers de l'axe du mal jusqu'à présent, Kim Jong-un. Tout à fait. Et je crois que pour compléter un petit peu les arguments qui ont été évoqués précédemment sur la question du sommet de l'OTAN, il y a deux arguments qui rendent, ou deux éléments qui rendent difficile la situation face aux Européens pour Donald Trump. Le premier argument, vous venez de le dire, c'est lié au fait qu'il y a à la fois la défense et la question des dépenses militaires de l'OTAN, mais il y a également la question commerciale. Et très clairement, quand il agresse les Européens, il agresse d'abord Madame Angela Merkel et l'Allemagne, parce que le déficit commercial, il considère qu'il est en partie le fait de l'Allemagne. Alors que dans le cas de la Chine, il n'y a que la question commerciale. Il n'y a pas de question dépenses militaires en tant que telles et alliances en tant que telles. Parce qu'il n'y a pas de solidarité avec la Chine, il n'y a pas d'alliance avec la Chine. Ce ne sont pas des alliés. Et l'autre difficulté, me semble-t-il, c'est qu'il ne fait pas l'unanimité dans son attitude face aux alliés. Il y a un certain nombre d'experts aux États-Unis, il y a un certain nombre de parlementaires au Congrès américain qui s'inquiètent vraiment de cette position, de cette posture qu'il a adoptée face à ses principaux alliés que sont les Européens. Et c'est bien pour ça que Donald Tusk ce matin a rappelé que les Européens étaient d'abord les alliés des États-Unis et que les États-Unis n'en avaient peut-être pas beaucoup d'aussi fidèles. Il est isolé, Donald Trump, Caroline Galacteros, aux États-Unis par rapport aux Républicains. On a souvent dit que George W. Bush lui-même était déjà assez isolationniste, en tout cas qu'il avait rompu les relations avec un certain nombre d'alliés. Est-ce que ce n'est pas finalement ce que perpétue aujourd'hui Donald Trump? Et puis, dans sa relation avec les Européens, Benjamin Haddad nous disait les Américains ont quand même augmenté leur budget militaire et ils sont davantage présents qu'ils ne l'étaient sur le continent européen. Mais être présent ne signifie pas forcément protéger. La question, c'est pourquoi sont-ils présents? Pourquoi renforcent-ils leur présence? Dans quelle mesure la manière dont sont présentées et analysées les menaces, par exemple, en l'espèce représentée par la Russie vis-à-vis des pays baltes, par exemple, qui est le grand sujet. Bon, pourquoi? Est-ce que c'est une véritable menace? Est-ce que on la construit comme telle? Est-ce que la menace derrière tout cela n'est pas beaucoup plus politique d'un point de vue américain?
Et cette menace, c'est bien sûr que c'est une vieille histoire, c'est aussi vieux que l'Europe, c'est-à-dire il ne faut pas que l'Europe s'autonomise stratégiquement. Il ne faut pas qu'elle se rapproche de la Russie. Il ne faut pas, et là, énergétiquement, il est un peu coincé, et c'est pour ça qu'il tacle Madame Merkel en ce moment sur les questions énergétiques, en lui disant, enfin, regardez, vous êtes dépendante de la Russie. Alors justement, on va l'écouter, parce qu'on comprendra très bien de quoi vous parlez. C'était ce matin, Donald Trump qui s'est entretenu avec ses conseillers et Jens Stoltenberg, donc le secrétaire général de l'OTAN, devant les caméras à l'occasion d'un petit déjeuner de travail. Et vous allez l'entendre, il n'a pas mâché ses mots envers l'Allemagne. Je dois dire que je trouve très triste quand l'Allemagne conclut un important contrat pétrolier et gazier avec la Russie, alors qu'on est censé se prémunir contre la Russie, et que l'Allemagne dépense des milliards et des milliards de dollars par an en Russie. Donc nous protégeons l'Allemagne, nous protégeons la France, nous protégeons tous ces pays, et ensuite quelques-uns d'entre eux font un pas de côté et concluent un accord de gazoduc avec la Russie, pour lequel ils versent des milliards de dollars. Donc nous sommes censés vous protéger contre la Russie, mais certains paient des milliards de dollars à la Russie et je pense que c'est très inapproprié. Et l'ancien chancelier allemand est à la tête de la compagnie de gazoduc qui fournit le gaz. En fin de compte, l'Allemagne aura près de 70% de son pays contrôlé par la Russie par le biais du gaz naturel. Et vous me dites que c'est approprié ? Je veux dire, je m'en suis plaint dès que j'ai été élu. Cela n'aurait jamais dû arriver. Mais l'Allemagne est totalement contrôlée par la Russie, parce que 60 à 70% de son énergie vient de Russie et du nouveau gazoduc. Dites-moi si c'est approprié, parce que je pense que ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est une très mauvaise chose pour l'OTAN, et je ne pense pas que cela aurait dû arriver. Je pense que nous devons en parler à l'Allemagne. En plus de cela, l'Allemagne paie juste un peu plus de 1%, alors que les États-Unis, en chiffres réels, paient 4,2% d'un PIB beaucoup plus important. Donc je pense que c'est inapproprié aussi. Alors c'est assez long, mais on sent que ça, il ruminait. Et puis il l'a sorti effectivement d'une traite. Ça dure 8 minutes au total. Il met le doigt là où ça fait mal, Caroline Galacteros, Donald Trump, sur la dépendance de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie et donc sur quand même ces fonds énormes qui sont versés aux Russes chaque année pour acheter du gaz russe. Non mais attendez là, mais qu'est-ce que l'Europe ? Ça commence à bien faire. Depuis quand l'Amérique va-t-elle dire aux Européens qui va les fournir en gaz, qui va les fournir en pétrole ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Moi, je trouve ça totalement ahurissant. Je ne sais pas ce qui lui a été répondu et j'espère bien qu'on lui répondra. Parce que la réponse était assez timide de la part de Jens Stoltenberg. Non, mais c'est tout le problème, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est une espèce d'agression caractérisée sur, finalement, les tentatives. D'abord, l'existence même de l'Europe, qui a ses problèmes propres, qui a effectivement une dépendance énergétique, et surtout les Allemands, évidemment, vis-à-vis de la Russie. Et alors, on voit bien que les vrais sujets pour l'Amérique, c'est pas la protection militaire des pays européens. Et l'OTAN, de ce point de vue-là, est un véhicule commode. Mais encore une fois, c'est une bonne question. Est-ce que l'OTAN est capable de protéger véritablement militairement l'Europe et contre quelle menace ? Je ne pense pas que la Russie en soit une. C'est tout le problème même de la survie de l'Alliance qui a besoin de se trouver d'autres missions. Le vrai problème, c'est l'énergie. C'est qui possède et qui contrôle les circuits énergétiques, gaziers et pétroliers qui alimentent l'Europe. Et là, il y a de vrais enjeux pour l'Amérique qui est en train de devenir un exportateur colossal de pétrole. Et qui enrage de voir la Russie, bien sûr, alimenter ses partenaires. Et qui a en vue la Chine. Et donc, le fait qu'on se débarrasse de l'Europe, si vous voulez, en la divisant, en l'humiliant, lui expliquant qu'elle doit se remettre au pas et puis vite fait, c'est une manière de dire, bon, écoutez, maintenant, les choses sérieuses, soit vous rentrez dans le rang, vous vous repolarisez autour de nous et vite, sinon, on va parler directement avec Poutine, avec Xi Jinping, et on va faire des accords entre gens sérieux et forts et puissants. On a avec nous en direct de Bruxelles Fabrice Potier, directeur général des affaires stratégiques du cabinet de conseil Rasmussen Global. Vous avez été directeur de la prospective politique auprès du secrétaire général de l'OTAN dans le passé.
Comment réagissez-vous à ce qu'a dit Donald Trump aujourd'hui? Est-ce que ces propos vous choquent ou est-ce qu'au contraire, lorsqu'il évoque notamment le rôle d'un ancien chancelier, Gerhard Schröder, qui aujourd'hui conseille Gazprom, l'entreprise qui précisément bien fournit du gaz à l'Allemagne, est-ce qu'il ne met pas le doigt sur un vrai dilemme pour les Allemands en matière de politique étrangère? Clairement, les propos vont très loin et trop loin, et la réponse de la chancelière était tout à fait appropriée. En revanche, la substance de ces propos n'est pas nécessairement erronée. Donald Trump met son doigt sur une contradiction fondamentale de la politique moderne de l'Allemagne, qui est, d'un côté, il y a une demande d'avoir des garanties en termes de sécurité des États-Unis, et de l'autre, il y a effectivement des contrats gaziers très importants, qui sont d'ailleurs contestés par les autres États membres de l'Union européenne et qui sont en train d'être étudiés par la Commission elle-même, qui est dans une position assez inconfortable de devoir dire si ces contrats, ou ce contrat de Nord Stream 2 est acceptable ou pas et fait sens dans la diversification énergétique de l'Europe. Et donc, Trump a raison dans ce sens-là. Mais il n'a pas raison de porter ce message à la veille d'un sommet et de le porter de façon publique. En revanche, le conseil qu'il faut donner aux leaders européens, c'est aussi de renverser l'argument vers Trump, qui est très bon dans sa capacité de définir les termes de l'argument et de la confrontation, comme Benjamin l'a dit un peu plus tôt. De renverser l'argument et de dire « mais vous, qu'est-ce que vous faites pour, par exemple, répondre à l'ingérence de la Russie dans nos élections démocratiques? Qu'est-ce que vous faites aussi pour répondre à l'agressivité de la Russie en Ukraine? Et là-dessus, je pense que le bilan de Trump, de son administration, est relativement positif, mais le bilan de Trump est relativement négatif. Et je pense qu'il est aussi le temps de tourner un peu les arguments, de les retourner sur Trump et de le mettre en face de ses propres actions et de ses propres déclarations. Sylvie Matelli, on va peut-être entendre deux réactions. Celle d'Angela Merkel d'abord, qui répondait donc à ce qu'a dit Donald Trump aujourd'hui en réaffirmant l'indépendance de son pays. Et puis Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui s'exprimait lui sur ce fameux projet de gazoduc qui alimente l'Allemagne par la Russie, le gazoduc Nord Stream. Écoutez-le. Je voudrais également ajouter que j'ai moi-même connu l'Allemagne partiellement occupée par l'Union soviétique. Je suis très heureuse qu'aujourd'hui, nous soyons unis et libres dans la République fédérale d'Allemagne. Nous pouvons prendre des décisions indépendantes et mettre en place nos propres politiques. En Allemagne, les opinions divergent à propos du gazoduc Nord Stream. Tout le monde le sait, ce n'est pas à l'OTAN de décider, c'est une décision nationale. Pour vous, il y a un problème effectivement aujourd'hui dans cette politique de l'Allemagne. On a quand même vu Angela Merkel avoir une position extrêmement critique de la Russie depuis justement l'annexion de la Crimée et ce qu'on a observé en Ukraine. Ça n'a pas semblé, cette dépendance gazière, avoir une influence particulière ou en tout cas rapprocher l'Allemagne de la Russie. Tout à fait. Et je crois que le président Trump, mais plus généralement les personnes qui discutent sur la validité de cette relation à la Russie, mettent le doigt sur une véritable contradiction en fait de la politique allemande, comme ça vient d'être dit, et la contradiction en particulier entre ses choix économiques dans l'intérêt économique du pays et puis des choix politiques au sein de l'Europe, au sein de l'OTAN. Et donc très clairement, on a forcément, le président Trump met forcément la chancelière en difficulté en précisant, en déclarant ce qu'il vient de déclarer. Après, la question est de savoir est-ce qu'il a vraiment la légitimité de le faire, en plus au sein de l'OTAN, puisque les choix énergétiques d'Angela Merkel ne dépendent pas de l'OTAN, bien évidemment. Si aujourd'hui, l'Allemagne achète son gaz à la Russie, mais n'hésite pas à sanctionner la Russie pour ce qu'elle estime être sa politique d'invasion de l'Ukraine, en tout cas l'annexion de la Crimée. Vous voulez dire que demain, elle pourrait ne plus avoir cette liberté ?
Très clairement, la question des sanctions est une question centrale. Et sans l'avoir dit, c'est probablement ce que le président avait en tête, puisque depuis quelques mois, on voit des voix s'élever pour une grande opposition en Europe sur ces questions, mais il y a un certain nombre de pays qui demandent à ce que des relations et des discussions soient restaurées avec le président. Il cite en exemple Donald Trump la Pologne, qui elle n'a pas acheté, qui refuse d'acheter du gaz russe pour préserver son indépendance. Et très clairement, la question des sanctions et de la levée des sanctions est régulièrement posée en Europe. Et on voit au fur et à mesure que les mois passent qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour qu'on remette en cause ces sanctions. Et là, pour des raisons économiques, vous pensez ? Non, pas seulement, mais aussi parce que la Russie est notre voisin, ce qui n'est pas tout à fait le cas des Américains. Donc la Russie étant notre voisin, notre dépendance économique, mais l'interdépendance économique entre la Russie et la Russie est le premier client de l'Europe et des pays européens. Donc ça joue énormément. C'est pas... Benjamin Haddad, Donald Trump est sincère lorsqu'il reproche à l'Allemagne de placer son économie et donc sa politique sous la dépendance de la Russie, lui qu'on a justement dit peut-être plus proche du Kremlin que ses prédécesseurs ? Je ne sais pas, mais finalement, je ne sais pas si c'est une question très importante. C'est une position qui a été défendue par les prédécesseurs de Donald Trump, par Barack Obama. C'est une position aussi, comme Fabrice Potier l'a justement rappelé, qui est défendue par plusieurs des partenaires européens de l'Allemagne, qui va à l'encontre de ce gazoduc, Nord Stream 2, qui en fait donc passe par la mer Baltique, contourne un certain nombre de pays d'Europe orientale pour alimenter directement l'Allemagne et donc accroît la dépendance de ces pays à la Russie. Si la Russie décide, par exemple, de couper le gaz à certains pays d'Europe de l'Est sans le faire à l'Allemagne, donc il va vraiment à l'encontre de la solidarité européenne, à l'encontre de la politique de diversification énergétique qui a été promue par la Commission européenne. Donc c'est une position qui n'est pas directement liée à Donald Trump. Effectivement, il y a une forme d'habileté manœuvrière de la part de Donald Trump d'essayer de mettre ça sur la table aujourd'hui plutôt que les autres sujets, mais il n'empêche qu'il faut quand même s'interroger effectivement sur les hypocrisies et les contradictions de la politique allemande là-dessus. Je voudrais revenir rapidement sur un autre point. Pardonnez-moi, je vous interromps parce qu'on voit en direct l'arrivée des chefs d'État et de gouvernement à ce sommet pour le dîner officiel de ce sommet de l'OTAN. Et vous le voyez donc à l'instant, c'est Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron donc qui salue le Premier ministre belge Charles Michel, lui aussi accompagné de son épouse. Pardonnez-moi, Benjamin Haddad, je vous laisse poursuivre. Et je voudrais revenir rapidement sur un autre point, sur la question de la présence militaire américaine aujourd'hui dans le cadre de ces opérations de l'OTAN, de ces bataillons de l'OTAN qui ont été déployés depuis 2014. Votre invité demandait pourquoi est-ce qu'ils ont été déployés, mais tout simplement parce que les pays européens les ont demandés. J'étais dans les pays baltes la semaine dernière en Estonie, Lettonie, Lituanie, et on a eu un message très clair de la part de ces pays. Ils veulent la protection des États-Unis et de l'OTAN. Ce sont des pays qui investissent considérablement dans leur défense, mais qui se souviennent quand même qu'ils ont été occupés par l'Union soviétique pendant un demi-siècle au XXe siècle. Ils sont indépendants depuis seulement 28 ans et donc ont vu leurs voisins russes envahir le Donbass, annexer la Crimée, utiliser comme prétexte la protection des populations russophones. Et rappelons que des pays comme l'Estonie et la Lettonie ont des populations russophones importantes, donc le voient de façon légitime comme une menace directe à leur souveraineté. Donc ce n'était pas d'ailleurs une position américaine. Rappelez-vous que Barack Obama, lors de son premier mandat, a entamé ce qu'on appelait la politique du reset avec la Russie, donc essayer de trouver une meilleure façon de s'entendre avec les Russes. Et ce n'est qu'avec réticence à la fin de son second mandat que Barack Obama a décidé de se réengager en Europe de l'Est avec l'OTAN, à l'encontre de sa politique, mais c'était directement une conséquence de la politique d'agression russe et non pas d'une quelconque volonté américaine. Donc on voit aujourd'hui une continuité au sein de l'administration Trump avec cette politique, en tout cas sur l'Europe de l'Est, mais c'est une conséquence directe, encore une fois, de la politique russe et de la politique de Vladimir Poutine ces dernières années. Caroline Galacteros, on sait que vous n'êtes pas d'accord évidemment sur l'Ukraine et sur la notion d'annexion de la Crimée par la Russie. On va peut-être revenir sur un autre aspect quand même de la visite de Donald Trump qui souhaite voir les Européens contribuer davantage à leur effort de défense. On était sur la ligne des 2%, il exige désormais que tous les pays passent à 2%. Tout de suite, on va voir d'ailleurs où en est aujourd'hui le budget par pays en pourcentage du PIB, mais surtout, ce que dit la Maison-Blanche, il suggère désormais aux alliés d'accroître leurs dépenses militaires à 4% du PIB. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que c'est inconsidéré?
C'est-à-dire qu'on produit beaucoup d'armes aux États-Unis, hein, donc il faut les vendre. Hein, donc ça, c'est quand même aussi, c'est clownesque, si vous voulez. C'est-à-dire que, bien sûr, il faudrait que l'Alliance... Les Américains sont pas loin, ils sont à 3,6. Non, mais les 4% mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'ils peuvent bien être à 5% ou à 4%. De toute façon, le budget américain... C'est ce que consacre l'Amérique à sa défense est en fait consubstantiel de son positionnement sur la planète. C'est-à-dire, il faut comprendre qu'il y a cette espèce de rôle autoproclamé, cet auto-investissement d'un rôle de gendarme, de défenseur. Et l'Europe n'est pas contente d'avoir un parapluie qui lui est bien commode. La question, c'est est-ce que c'est toujours un parapluie ? Voilà. Et est-ce que l'Europe ne devrait pas se rendre compte que cette désinhibition extraordinaire du discours dont Donald Trump est l'incarnation est aussi une opportunité pour se poser des questions sur qu'est-ce que notre défense ? Que doit devenir notre défense ? Que peut devenir notre défense ? Quelles sont ses conditions véritables ? Bien sûr, ça voudrait dire, de toute manière, que les membres de l'Union européenne qui accepteraient et qui seraient d'accord pour former une défense européenne véritablement indépendante devraient consacrer beaucoup plus d'argent à leur défense. Donc de toute manière, c'est impératif. Il y a un moment où il faut bien quand même se dire qu'on ne peut pas être puissant. C'est tout le problème de l'Europe. On ne peut pas exister stratégiquement sans avoir une puissance militaire, une puissance stratégique, un poids stratégique. Et c'est tout l'enjeu aussi de la relation avec la Russie. Et ça a été tout l'enjeu de l'élargissement. Parce que l'élargissement a été fait pour cela, pour noyer complètement l'Europe stratégiquement, pour empêcher qu'elle ait la plus petite chance d'une unité et d'une cohésion en termes stratégiques. Alors, on se rend compte aujourd'hui que ça pose ce serait long, mais ça pose d'autres problèmes, parce qu'il y a des États, même parmi les petits entrants, qui ont des visions un peu différentes. On le voit sur d'autres enjeux. Donc on voit qu'il y a des biais d'autonomisation stratégique et politique de l'Europe qui sont en cours. Et l'Amérique est très mal à l'aise face à ça. Donc elle divise pour pousser finalement à reprendre tout le monde en main. Je vois que Benjamin Haddad veut vous répondre et Sylvie Matelli aussi. Benjamin Haddad, vous aviez une réaction ? Ouais, juste un petit point sur l'élargissement. Ça faisait à peu près 15 ans que je n'avais plus entendu ça. Je pense que c'est un peu n'importe quoi. Je veux dire, déjà, le pays qui dépense le moins pour sa propre défense, c'est un pays fondateur de l'Union européenne, c'est l'Allemagne. Le pays qui bloquait le plus d'initiatives sur les questions militaires et l'intégration, c'était l'Angleterre qui a décidé de sortir. Les pays d'Europe centrale et orientale, sur lesquels on pourrait dire beaucoup, d'ailleurs, quand on parle de la Hongrie et la Pologne sur les assauts contre l'état de droit, mais ce sont des pays qui, en revanche, investissent dans leur défense et leur sécurité, qui sont des bons élèves à beaucoup d'égards de l'Union européenne. Et l'élargissement il ne faut pas être conspirationniste, il n'y avait pas de volonté d'affaiblir l'Union européenne, mais au contraire simplement d'accueillir ces pays qui avaient été emprisonnés derrière le rideau de fer pendant un demi-siècle au moment de l'élargissement de la démocratie libérale en Europe de l'Est. Alors, on va peut-être laisser Sylvie Matelli aussi réagir. Et puis il y a Fabrice Potier, qui veut dire un mot. Sur les dépenses militaires américaines, il faut aussi rappeler qu'il y a des enjeux intérieurs qui sont extrêmement forts. Eisenhower parlait en son temps, le président Eisenhower parlait en son temps du complexe militaro-industriel. Au-delà de ce complexe militaro-industriel, les dépenses militaires américaines soutiennent l'innovation aux États-Unis, soutiennent les industries. Vous voulez dire en gros, c'est pour faire vendre des armes et créer des emplois aux États-Unis qu'on demande aux pays de l'OTAN de porter leur budget non plus à 2 mais à 4%? Alors, pas complètement, encore une fois, mais c'est un élément. C'est vrai que la dépense militaire aux États-Unis est une forme de dépense qui est généralement acceptée, très peu controversée au Congrès américain et qui est assez populaire au-delà du rôle des États-Unis dans le monde et avec des lobbies qui sont extrêmement forts et qui poussent à cette dépense. Fabrice Potier, ce nouveau chiffre de 4%, il est censé dégoûter tout le monde pour qu'on renonce définitivement à l'Alliance Atlantique ou est-ce que c'est vraiment un objectif auquel croient les États-Unis? Je pense que c'est une façon de Donald Trump de déplacer le débat, de le tirer à sa façon et de le rendre pratiquement, en fait, de poser un piège pour les Européens, parce qu'il sait très bien que déjà, ils ont du mal à dépenser 2% de leur PNB, donc 4%, c'est impossible. Mais juste pour revenir sur certains points qui ont été dits, parce qu'il y a
quelques discours qui sont un peu datés sur la notion d'une Amérique qui va affaiblir l'Europe. Et comme l'a dit Benjamin, en fait, l'Amérique des 10-15 dernières années, c'est une Amérique qui est réticente à effectuer et à jouer son rôle de puissance en Europe, malgré les demandes des Européens. Et on a vu ça avec la crise ukrainienne en 2014, où il a fallu tirer l'administration Obama pour qu'elle joue un rôle plus important. Je pense que ce qui affaiblit l'Europe, c'est l'Europe elle-même et ses propres contradictions. Par exemple, la position de l'Allemagne d'avoir peu de défense militaire et en même temps d'avoir une politique commerciale vis-à-vis de la Russie, c'est une des contradictions. Et il y en a plein d'autres. La position de la Pologne et la Hongrie vis-à-vis de l'état de droit. Et je pense que c'est avant tout à l'Europe de résoudre ses propres contradictions, de s'unir, mais il ne faut pas vivre sous l'illusion qu'une Europe toute forte, une Europe puissance peut émerger dans les quelques années à venir. Pour une raison simple. Qui en Europe peut offrir les mêmes garanties de sécurité que les États-Unis? Est-ce que l'Allemagne acceptera les garanties nucléaires de la France? Et est-ce que la France acceptera de donner ces garanties nucléaires à l'Allemagne? C'est le cœur du sujet. Et je pense qu'on n'est pas encore sorti de ce débat, mais en tout cas, ce que doit faire l'Europe, c'est se renforcer, trouver un consensus sur des sujets difficiles et arrêter de constamment porter en fait la faute à Trump ou aux États-Unis. Caroline Galacteros, on va peut-être évoquer un autre point qui est cette affaire d'empoisonnement au Novichok qui arrive vraiment au plus mauvais moment. On est c'était il y a une semaine maintenant, avant ce sommet de l'OTAN, avant la venue de Donald Trump en Grande-Bretagne et surtout ensuite sa rencontre avec Poutine à Helsinki. Est-ce qu'on peut imaginer que les Américains serrent les rangs comme c'était le cas au mois de mars dernier en pleine affaire Skripal, ou est-ce que cette fois-ci Donald Trump, avec la perspective d'une rencontre au sommet avec Vladimir Poutine, va tout simplement laisser les Britanniques se débrouiller tout seuls d'une certaine manière? Pour vous, c'est secondaire? Non, mais pour moi, il n'y aura pas d'interférence, vous pensez? Mais si, il y en a forcément. C'est des coïncidences qu'il y a. Et c'est sur les coïncidences qu'on devrait quand même se poser quelques questions. C'est-à-dire pourquoi, à certains moments, certaines affaires interviennent, toujours les mêmes, toujours au même endroit, toujours de la même façon, toujours avec les mêmes résultats. Vous pensez qu'il y a une manipulation? Toujours avec les mêmes. Alors, voilà, sans être conspirationniste, je pense quand même qu'il faut se poser certaines questions. Ensuite, je voudrais revenir sur ce qui a été dit, parce que si certains propos sont datés, en revanche, il faut quand même avoir une petite notion de l'histoire. La manière dont s'est passé l'élargissement de l'Alliance Atlantique et l'élargissement de l'Union Européenne, qui ont été deux processus parallèles et tout à fait maîtrisés et tout à fait pilotés à la fois par les Européens fondateurs et par les États-Unis d'autre part, visait précisément, de mon point de vue, je suis désolée, à avoir une Europe certes grande, puissante, où les anciens satellites de l'Union soviétique auraient eu une sécurité à la fois économique et sécuritaire, vraiment, défense, mais visait aussi à la rendre totalement ingérable, immaîtrisable. On en est là aujourd'hui. Et même si, comme le disent Benjamin Haddad et Fabrice Potier, il y a plutôt un désengagement américain depuis une dizaine d'années en Europe, le contraire. Et c'est pas qu'on se... Et bien sûr, il y a un shift vers l'Asie. Non, mais c'est-à-dire, leurs intérêts changent. Et c'est bien pour ça qu'ils veulent que les Européens payent un peu plus le poids de leur défense. Maintenant, je pense qu'il y a quand même des questions. Vous avez parlé tout à l'heure de garanties, notamment nucléaires, des uns envers les autres. C'est vrai, c'est un problème de fond. C'est maintenant une manière très abstraite de voir les choses, parce que les enjeux de la défense européenne ne sont pas seulement la question de la dissuasion nucléaire. Oui. Voilà, de loin. Sylvie Matelli, Donald Trump va-t-il revenir sur l'article 5, la fameuse solidarité entre alliés, comme il a pu le laisser entendre à plusieurs reprises dans le passé? Parce que c'est l'un des fondements, c'est presque la clé de voûte de l'OTAN. Alors, Donald Trump se révèle relativement imprévisible, somme toute. Malgré tout, l'engagement des Américains à l'OTAN date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et on les voit mal se retirer. Ils ont des intérêts stratégiques. Quand vous dites « vous dites toujours au pluriel. En gros, ce n'est pas Donald Trump, en l'occurrence, c'est une continuité de l'État américain. Et il faut bien distinguer les positions de Donald Trump, qui représentent des positions de certains aux États-Unis, mais qui ne sont pas forcément les positions de tous les Américains. Et très clairement, je crois qu'il se heurte aussi à ces difficultés, le président Trump. C'est que chez lui aussi, il y a un certain nombre de personnes qui l'appellent à la raison et qui vont lui conseiller de rester malgré tout et de préserver malgré tout l'OTAN tout en continuant. La pression arrange tout le monde. La pression qu'il met sur les alliés arrange tout le monde. Et il n'y a qu'à regarder ce qui est en train de se passer au niveau de l'Europe de la défense. Ça fait bouger les lignes. Donc, c'est pas totalement nul et anodin et irréfléchi de sa part. Simplement,
De là à renoncer totalement à l'OTAN, c'est un pas qu'il n'osera probablement pas franchir. Benjamin Haddad, vous en êtes sûr, vous aussi? Pas de remise en cause de cette solidarité entre alliés? Alors, ne me demandez pas d'être sûr de quoi que ce soit avec Donald Trump, mais je suis assez d'accord avec ce propos. Je pense qu'il faut prendre Donald Trump au mot, mais il faut le prendre juste au mot. C'est-à-dire qu'encore une fois, on voit une certaine constance dans ses prises de position, notamment vis-à-vis des alliés ou des accords commerciaux depuis les années 80-90. On peut voir qu'il a mis en œuvre, en tout cas sur la politique étrangère, la plupart de ses promesses de campagne, puisqu'il a plus de marge de manœuvre qu'en politique intérieure. Et son discours aujourd'hui à l'OTAN, qui était déjà celui qu'il avait eu au sommet l'an dernier, confirme sa vision transactionnelle et clientéliste de la relation avec les alliés. En revanche, il n'a jamais parlé de se retirer de l'alliance, de démanteler l'OTAN. Pour lui, c'est juste vraiment a priori une question comptable. Il s'agit pour les alliés de dépenser plus. Alors encore une fois, est-ce qu'il ira plus loin? Je pense que on le voit de plus en plus... de plus en plus débridé, je trouve, sans contrainte ces temps-ci. On sent qu'il se sent plus à l'aise et veut suivre ses propres intuitions. Mais pour l'instant, voilà, moi je fais que regarder ce qu'il dit, et je pense que pour l'instant, il n'ira pas plus loin, que ce soit sur l'OTAN ou sur l'article 5. Fabrice Potier, c'est le président qui a bombardé des positions de l'armée syrienne, ce qu'on imaginait impossible, en tout cas du moins sous Barack Obama, qui n'avait pas souhaité justement punir le franchissement de ce qu'il appelait lui-même une ligne rouge ou une ligne jaune. Est-ce que de la part de Donald Trump, on peut s'attendre à des transgressions? Est-ce qu'il serait tenté d'intervenir si l'un de ses alliés était menacé, ou au contraire, de faire fi de cet article 5 et de rester chez lui? Et c'est toute la question. Et en fait, le paradoxe, c'est que Donald Trump n'a pas besoin de sortir du traité de Washington, qui est le traité qui régit l'Alliance nord-atlantique. Il a juste besoin de dire ce qu'il a dit pour créer le doute. Et le doute, c'est ce qui va en fait saper la solidarité et l'unité, qui est l'essence de ce qui rend l'Alliance et la posture de dissuasion de l'Alliance crédible. Donc en fait, le mal est déjà fait politiquement. Alors après, question légale, est-ce qu'il peut sortir de façon unilatérale? Non, parce que le Congrès aura son mot à dire et il y a un consensus au sein du Congrès sur l'importance de l'OTAN. Mais il a déjà, en fait, vraiment sapé cette notion de solidarité qui est essentielle pour faire sens de tout ce que l'OTAN fait sur le terrain, à la fois en Europe, pour rassurer et pour dissuader contre la Russie, mais aussi dans les opérations extérieures. Donc le mal est fait. Et la question, c'est pendant combien de temps? Merci Frédéric Potier. On se quittera avec cette question. Désolé pour les invités qui souhaitaient réagir. Merci en tout cas Caroline Galacteros d'avoir participé à ce débat. Merci à vous Sylvie Matelli, ainsi qu'un Benjamin Haddad qui était avec nous en direct de Washington.